Bonjour à Bonjour, tous. bonjour Bonjour à à tous. Bienvenue à ce webinaire. On va commencer par les bonnes pratiques, histoire que tout se passe bien. Ce webinaire sera enregistré et donc disponible en replay sur la chaîne YouTube de l'ANS. Vos micros sont coupés par défaut, mais n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions et à nous dire si vous avez des petits problèmes techniques ou autres dans le chat. On vous a mis d'ores et déjà un sondage que vous pouvez aller consulter dans l'onglet sondage et je te passe la parole, Pierre. Bon webinaire à tous. Oui, bonjour à tous, bonjour à tous les ambassadeurs qui sont en train de nous rejoindre. Effectivement, ce que je vous propose en attendant que tout le monde se connecte pour ce séminaire de rentrée, c'est d'aller dans l'onglet sondage en bas pour voir un peu qui est avec nous aujourd'hui. Alors, j'espère que vous y avez accès, mais du coup, on vous demande, quel est votre quel type d'ambassadeur vous êtes. Est-ce que vous êtes des ambassadeurs inclusion numérique, professionnels de santé, des agents des CEPAM, ARS, GRAD, des associations de patients ou représentants d'usagers? Et n'hésitez pas si l'option n'est pas dans les choix, à mettre dans le chat du coup la structure que vous représentez. Alors, pas d'accès au sondage, c'est sur la partie sondage qui est dans les onglets juste à côté de questions et de chat. Je vois qu'il y a pas mal d'ambassadeurs inclusion numérique. On a aussi 43%, des agents CEPAM, ARS, GRAD 36%, professionnels de santé 14%, associations de patients et représentants d'usagers 5%, avec déjà presque 80 votes. Donc, aujourd'hui, on est ensemble pour encore 1h30. L'idée, c'est de pouvoir vraiment faire le tour de qu'est-ce qui s'est passé sur mon espace santé, qu'est-ce qui s'est passé dans le réseau ambassadeur, et puis à la fin, de prendre aussi toutes vos questions et de vous donner la parole pour pouvoir vous aider dans vos actions d'ambassadeur au quotidien. On vous a préparé un sommaire qui reprend un peu tout ça. Un peu d'abord sur l'outil en tant que tel, mon espace santé, quelles sont les actualités, quelle est la feuille de route, la réussite de la démarche ambassadeur, parce que oui, je vous le dis dès maintenant, les chiffres nationaux montrent que c'est déjà une belle réussite que ce réseau des ambassadeurs. Quelques actions emblématiques que vous avez remontées au coordinateur. Et ensuite, nous aurons 2 interventions extérieures de Caroline Guillot, qui est directrice citoyenne au Health Data Hub, et de Claire Vigier, qui est directrice de projet Mon Espace Santé et Ségur à la DNS, donc l'équipe dans laquelle je suis également. On peut commencer sans plus attendre avec les points d'actualité. D'abord, sur les chiffres clés de Mon Espace Santé en tant que tel. Alors, vous le savez, c'est un mécanisme d'ouverture sauf opposition. Donc, il y a 66 millions de profils Mon Espace Santé qui ont été ouverts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quasiment la totalité des assurés sociaux en France peut recevoir un document de la part de son professionnel de santé, de son hôpital, de son officine dans son compte Mon Espace Santé, ou recevoir un messagerie via également la messagerie de Mon Espace Santé. Parmi ceux-là, on a déjà 9,5 millions de profils qui ont été activés. Donc, ça veut dire qu'ils se sont connectés au moins une fois sur Mon Espace Santé, avec plus de 60% d'activation depuis le lancement de la campagne de communication début septembre. Ce qui donne un rythme à peu près de plus de 200 000 nouveaux usagers qui activent Mon Espace Santé chaque mois. Donc, c'est vraiment quelque chose qui continue de croître depuis le lancement en janvier 2022. Concernant l'application mobile, on a plus de 1,6 million de téléchargements, des notes qui sont hyper hautes, 4,5 et 4,7, et on est numéro 1 sur la catégorie forme et santé dans les catalogues de services. Voilà, quelques autres chiffres, avec 26% des utilisateurs qui ont rempli leur profil médical. Donc, vous savez, cette partie où on peut mettre du coup son cercle de soins, ses allergies, les médicaments qui sont pris, ses habitudes de vie, etc. Et près de 250 000 messages qui ont été envoyés par les patients à un établissement ou à un professionnel de santé.
Sur les évolutions, ce qui est important quand même de vous dire, c'est qu'on vous a écouté depuis le lancement de la démarche en février 2022. Vous nous avez remonté plein de questions, d'informations, de souhaits aussi, que ce soit pour vos propres besoins ou pour les usagers que vous accompagnez. Et on en a déjà pris plein en compte. Si on fait un peu de rétrospective, en janvier 2023, on a mis à jour la visualisation des vaccins dans ce qui s'appelle Mon histoire de santé, où du coup, il y a une sorte de ligne de vie maintenant où on retrouve l'ensemble des éléments du parcours de santé des usagers de Mon espace santé. On a ajouté la rubrique handicap. Une grosse demande que vous aviez faite aussi, c'était l'authentification sans le deuxième mot de passe avec la biométrie qui est maintenant disponible sur les applications. Donc, vous savez, c'est soit le Face ID, soit avec l'empreinte digitale. Alors, il y a d'autres améliorations, un peu plus d'ergonomie, ajouter un document en une fois plutôt qu'en plusieurs fois. Donc voilà, un document de plusieurs pages. On a spécifié les mesures de glycémie de manière un peu plus précise. Il y a eu beaucoup d'améliorations aussi sur l'accessibilité. On a repassé un audit où on est compatible à plus de 75% sur la partie accessibilité, visualisation de la dernière date de connexion sur la fiche d'un professionnel de santé, etc., etc. sur cette partie-là. Alors ça, c'était en janvier 2023. En fait, le produit, comme je vous l'ai dit, il a évolué tout au long de l'année. Par exemple, à l'été, on a encore ajouté des nouvelles fonctionnalités comme l'impossibilité de signaler plusieurs fois un même document, puisqu'on a aussi ajouté la possibilité de signaler des anomalies. La remontée du médecin traitant de l'assurance maladie dans Mon espace santé, donc qui intègre directement votre cercle de soins quand vous l'avez déclaré auprès de l'assurance maladie, et puis les suggestions des professionnels de santé qui sont basées sur la base de votre historique de soins. Sur le profil médical, l'alimentation, sur la mise à jour de l'objet des messages qui sont sortants avec la notion de Mon espace santé. Comme ça, quand l'usager il reçoit un message, il comprend que ça vient directement de son application Mon espace santé. Des améliorations sur le centre de notification aussi, et puis une simplification sur la partie enrôlement. Donc, vous le voyez pas, vous le voyez pas pour votre propre compte, puisque j'espère que vous l'avez activé depuis le début, mais vous le voyez peut-être sur les comptes que vous activez. Une fonctionnalité aussi qui a été ajoutée en mai et qui est assez structurante dans les nouveaux usages qu'on va pouvoir proposer, et on vous l'avait jamais présenté vraiment de manière extensive, c'est la fonctionnalité d'envoi d'une ordonnance à une officine par un usager. Donc vous savez, de manière originelle dans Mon espace santé, c'est le professionnel de santé qui doit ouvrir d'abord le canal de communication pour qu'il puisse y avoir des messages qui soient échangés avec les usagers. Mais en fait, on a fait une exception à cette règle pour pouvoir permettre un usage qui vous avez aussi d'ailleurs remonté, qui est de pouvoir envoyer son ordonnance à sa pharmacie par un canal sécurisé, alors que c'était déjà le cas de manière dématérialisée, mais souvent par des canaux qui étaient beaucoup moins sécurisés, des messageries classiques, Hotmail, Gmail, pour en citer que deux, ou même des messageries instantanées, WhatsApp ou autres. Alors, comment ça marche ? C'est en 3 étapes. L'usager, il va dans ses documents et il voit des documents de type ordonnance qu'il peut partager à sa pharmacie. Ensuite, il peut sélectionner un destinataire. Alors, soit c'est des pharmacies à laquelle il a déjà écrit ou il a déjà été pour aller chercher sa dispensation. Il peut rédiger un message et l'envoyer à la pharmacie. Ça permet quoi ? Ça permet à la pharmacie de pouvoir recevoir, du coup, en format dématérialisé, cette ordonnance, de la préparer, le cas échéant, c'est peut-être une ordonnance complexe, ou de pouvoir échanger avec le patient via la messagerie sécurisée toujours, s'il y a un éventuel problème sur cette ordonnance. Alors, le prérequis, évidemment, c'est d'avoir activé son profil Mon espace santé, ça va de soi. Et il y a quand même un prérequis côté pharmacie, qui est d'avoir une boîte aux lettres organisationnelle de Mon espace santé. Donc, ça veut dire qu'on puisse la retrouver dans l'annuaire.
Donc, un peu quelques visuels. La partie partager l'ordonnance, elle se situe là dans les autres actions qui sont possibles de faire avec l'ordonnance. Donc, il suffit de cliquer sur ce bouton. Ensuite, on vous propose du coup à qui vous voulez l'envoyer. Donc, soit il y a des contacts qui sont disponibles dans votre historique de remboursement, donc on va vous les proposer directement. Soit il n'y a pas de contact disponible et vous pouvez rechercher une pharmacie juste avant la partie d'envoi. Une fois que vous l'avez sélectionné, du coup, vous passez à cette partie-là pour l'envoyer directement. Et puis, vous avez du coup la possibilité de... Il y a un message qui est pré-rédigé en fait, mais vous pouvez aussi le modifier avant de l'envoyer si vous donnez des consignes particulières à votre pharmacien. Voilà, il y a pas mal d'avantages du coup à cet envoi-là et qui répond à un vrai besoin qui était ayant un canal sécurisé pour pouvoir échanger des ordonnances avec son pharmacien et non pas des messageries classiques. Donc c'est un message sécurisé, ça permet de centraliser l'ensemble des échanges sur une même plateforme. Il y a moins de risques d'erreur quand on envoie à la pharmacie. Il ne faut pas se tromper dans le mail. Ici, on vous les propose directement. Le texte, il est pré-rempli et ça permet côté pharmacie d'anticiper la préparation de la commande, d'anticiper la gestion d'échanges, des stocks, et de faire des échanges qui sont fluides et tout à fait rapides. Voilà, comme je vous le disais, c'est une fonctionnalité qui est disponible depuis mai. Et donc, peut-être vous pouvez nous dire dans le chat, après on prendra des questions si vous avez déjà pu la tester et si vous avez eu des retours. Autre nouveauté dans mon espace santé, alors c'est pas tout à fait une nouveauté, mais c'est l'enrichissement plutôt du catalogue de services. On vous l'avait présenté en janvier, il avait été lancé en novembre dernier, qui était du coup avec 12 applications. Aujourd'hui, en un an, on a eu 13 nouvelles applications dans le catalogue pour avoir un total de 25 applications référencées. Donc, pour rappel, les applications, elles ont passé un process de référencement où elles répondent à plus de 150 critères, où on va vérifier la sécurité, l'interopérabilité des solutions, le respect du RGPD et des lois de informatique et liberté, et des aspects éthiques sur comment elles fonctionnent. Donc, c'est un label aujourd'hui qui vous permet de sélectionner ces applications et de les utiliser, disons, en toute confiance sur le plan de la protection des données et des règles, des bonnes règles et des bonnes pratiques en termes de sécurité. Et puis, vous allez retrouver soit des portails patients qui sont du coup de confiance. Vous allez retrouver des applications qui permettent de suivre votre santé, de trouver des professionnels de santé libéraux, d'autres applications plutôt d'information en santé. Mais du coup, là aussi, on a des vérifications éthiques sur qui fait partie du comité de rédaction de ces applications. Et puis, quelques objets connectés, comme soit le lecteur de glycémie ou des balances connectées, par exemple. Je vous laisserai aller les découvrir. Alors, aujourd'hui, c'est uniquement disponible en mode connecté, donc n'hésitez pas à vous connecter à mon espace santé, d'aller voir dans le catalogue, il y a la description de toutes ces applications. Et puis, c'est aussi un élément que vous pouvez partager avec les personnes que vous rencontrez. Ça répond aussi en partie aux questions de à quoi sert mon espace santé. Par exemple, si je ne suis pas souvent malade, en fait, il y a aussi cette partie-là, catalogue de services, qui permet de mettre en avant des applications qui sont vertueuses sur le plan de la protection des données et qu'on peut utiliser du coup en toute confiance. Alors, les évolutions, évidemment, c'est sur le produit Mon Espace Santé en tant que tel, c'est sur le nombre d'activations qui a vraiment beaucoup augmenté depuis le dernier séminaire des ambassadeurs, mais c'est aussi plein de nouveaux outils d'accompagnement qu'on met à votre disposition, qui sont directement disponibles sur le site de l'ANS et puis qui sont relayés par vos coordinateurs régionaux.
avec, par exemple, les éléments de langage pour les adolescents, hein, parce que vous savez qu'aujourd'hui, le compte Mon Espace Santé, il est ouvert et accessible uniquement à partir de 18 ans. Et il y a pourtant des questions qui se posent. On a essayé de répondre à la plupart d'entre elles dans cette fiche. On a également fait une fiche mémo sur la messagerie sécurisée, qui a été mise à jour d'ailleurs en mai avec la fonctionnalité que je vous ai présentée tout à l'heure. Et puis, il y a d'autres fiches mémo, hein, la fiche mémo accessibilité dans mon espace santé, la fiche mémo vaccination, qui est une fiche qui va être super utile pour vous, les ambassadeurs qui allez faire des actions typiquement avec des infirmières libérales ou dans des lycées ou des collèges dans le cadre de la vaccination contre le papillomavirus, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui sont prévus, puisque les coordinateurs nous ont tenus informés de tout ce que vous avez prévu de faire. Et puis ça, c'est tout ce qu'on a fait jusqu'ici. Et puis pour vous tenir un peu au courant, hein, du coup, il y a des évolutions à venir côté Mon Espace Santé, qui là aussi répondent à des remontées du terrain qui viennent de par vous, par les établissements de santé, les professionnels de santé. Alors, j'en cite quelques-unes, mais le rôle de l'aidant dans Mon Espace Santé, on va faire en sorte d'avoir la possibilité de se connecter au compte d'un tiers, que ce soit le fils qui s'occupe de l'espace santé de sa mamie, ou même dans les établissements sociaux et médico-sociaux. Des contenus de prévention personnalisés en santé. Aujourd'hui, avec les bilans de prévention, des premiers contenus qui sont totalement personnalisés sur la base du sexe et de l'âge de la personne qui a son compte Mon Espace Santé, puis l'enrichissement aussi du profil médical avec des mesures qui sont issues du document de santé. Donc, par exemple, vous avez dans un document votre taille et votre poids, pardon. Ça va mettre à jour automatiquement le profil médical avec ces informations. Vous l'attendez aussi, évidemment, il y aura l'ouverture de l'agenda Mon Espace Santé, avec la possibilité du coup soit de le remplir à la main par les usagers, via les applications du catalogue, et aussi via les professionnels de santé ou l'assurance maladie, par les rappels de vaccination, par exemple. Et enfin, sur le catalogue, on va tout faire en sorte pour améliorer l'ergonomie, les filtres, le wording, pour qu'ils prennent vraiment toute sa place dans cet écosystème. Et puis surtout, on va ouvrir l'échange des données, qui fait toute la quintessence, entre guillemets, du catalogue, où une application va pouvoir, à la main du patient, hein, toujours, mettre le poids de sa balance connectée dans le profil médical, pouvoir récupérer son ordonnance sur une application pour rechercher des professionnels de santé libéraux, mettre ses rendez-vous qu'il a pris sur une application de prise de rendez-vous qui est sur le catalogue, directement dans Mon Espace Santé. Et comme ça, la prochaine fois, vous pourrez répondre à la question, en fait, quelle est la dernière fois que vous êtes allé chez un dentiste? En fait, si vous n'avez aucune idée, ça sera écrit dans du coup l'agenda de votre espace santé. Je vais finir avec cette première partie sur un peu le produit, les avancées, puis qu'est-ce qu'on va faire. J'en profite pour regarder un peu vos questions. Du coup, est-ce que vous avez une date concernant l'ouverture de l'agenda de santé? Alors, non, il n'y a pas de date, mais c'est effectivement lié à l'ouverture des données, mais on va essayer de faire ça avant la fin de l'année ou au plus tard début d'année prochaine. Est-ce qu'il y a un compte fictif pour que nous puissions utiliser lors de l'accompagnement des usagers? Alors, la réponse est oui. Dans l'application mobile, avant de vous connecter, vous avez un profil fictif où vous pouvez mettre se connecter en mode invité. Et là, vous pouvez naviguer pour montrer l'intérieur de Mon Espace Santé à des personnes que vous accompagnez. Alors, malheureusement, ce n'est pas encore disponible en version web. Mais du coup, ça répond à déjà une partie des interrogations. Et puis nous, on a fait aussi dans le kit de l'ambassadeur que vous connaissez pas mal de contenu de pas à pas, du coup, pour une partie un peu plus explicative. Mais oui, c'est possible. Est-ce qu'il sera possible de recevoir la présentation en PowerPoint? Oui. Question ordonnance, je vois que Claire a répondu. Il y a une autre question sur les blocages techniques. Claire a répondu aussi.
Est-ce que le diaporama sera ouvert? Ouais, ça, c'était comment l'usager trouve un professionnel de santé via l'annuaire d'Amélie ou via les applications, partenaires? Alors, si ça fait, enfin, il y a plusieurs choses, hein, j'ai évoqué le cas d'usage où, dans les applications du catalogue, il y a des applications qui, permettent de rechercher des, professionnels de santé libéraux, par exemple, quand on est hospitalisé à domicile ou on doit faire des soins à domicile. Alors ça, c'est, quelque chose qui est proposé par des applications, tierces et on a également ajouté dans mon espace santé, la possibilité de chercher des, professionnels de santé, soit pour les ajouter à votre cercle de soins, soit pour, même leur envoyer, des messages, via, soit l'ordonnance, soit parce qu'ils vous ont déjà écrit, ou là, du coup, oui, c'est via l'annuaire de santé. Personnellement, j'ai souvent indisponibilité du service quand je veux accéder à mon espace santé, c'est un peu pénible. Alors Christine, on te rejoint sur, le fait que ce soit pénible. Alors, on fait le maximum avec l'assurance maladie pour que ce soit le plus souvent, disponible, mais faut pas hésiter à remonter à vos coordinateurs ou même à nous, s'il y a des problèmes, récurrents au-delà du coup des indisponibilités qui sont, normalement le plus ponctuel possible, à nous remonter, de manière circonstanciée les problèmes que vous rencontrez, hein, parce que, bah, vous avez vu, hein, il y a pas mal de choses qui ont été, déjà, modifiées et améliorées et l'idée c'est de pouvoir continuer à faire ça, hein. Hem Oui, mais ce sont des applications. Alors, c'est Julien du coup qui rebondit sur, le fait de trouver des applications, avec, avec le pour trouver des professionnels de santé libéraux, sont des applications payantes. Alors effectivement, dans le catalogue de services, il y a pas de, toutes les applications sont les bienvenues, que ce soit des applications, payantes ou gratuites. Et nous, dans mon espace santé, on n'a pas vocation à tout faire. On n'a pas vocation à être quelque chose pour trouver des professionnels de santé libéraux. On n'a pas vocation à être un logiciel de prise de rendez-vous non plus. Donc, on laisse cette partie-là, au marché entre guillemets. Et nous, on va les référencer en vous assurant par contre que sur tous les critères, ils sont, de référencement sur la partie sécurité, protection des données, ils sont, bah, on se porte garant de ça. Je vous propose de continuer, on reprendra, des questions, par la suite. Du coup, je voulais, au-delà de l'aspect vraiment, mon espace santé, parler, bah, de vous, des ambassadeurs avec, les chiffres au national et vous pouvez être très fiers, en tout cas nous on l'est, on a dépassé, à l'été la barre des 2000 ambassadeurs sur toute la France. Vous pouvez voir la répartition, sur la carte à droite, et depuis le début de l'année, vous avez mené, presque plus de 1600 actions de sensibilisation. On va voir, notamment un peu lesquelles tout à l'heure, qui ont mené en direct à plus de 2600 ouvertures de comptes, hein. Ici, on compte vraiment les comptes qui étaient ouverts pendant les actions de sensibilisation. Presque 70 000 personnes qui ont été sensibilisées à l'utilité de mon espace santé en direct. Ici, on compte vraiment les personnes à qui vous avez donné un flyer, vous avez passé du temps avec elles. Donc, c'est vraiment un chiffre qui est hyper impressionnant pour les 7 premiers mois de l'année. Et il y a eu plein d'actions aussi dans les médias, que ce soit des interventions à la télévision, que ce soit des articles de journaux qui reprenaient vos actions. Et on a compté qu'il y avait plus de 1,5 million de personnes qui avaient été potentiellement touchées par ces actions, avec les émissions de radio qui sont beaucoup écoutées, les émissions à la télé aussi, etc. Donc, bravo pour tout ça. Si vous n'avez pas encore mené d'action, je vous ai remis ici la liste des coordinateurs. Normalement, vous connaissez tous votre coordinateur régional, hein, qui est là pour vraiment vous épauler dans votre rôle d'ambassadeur Mon Espace Santé, et qui sont à votre disposition et qui organisent eux-mêmes tout un tas d'actions de sensibilisation. Vous le retrouverez, hein, dans les slides qu'on vous enverra pour pouvoir les contacter en cas de besoin. Et puis aujourd'hui, on voulait surtout, je vous l'ai déjà dit, vous dire bravo pour votre mobilisation au sein du réseau, mais ça nous paraît vraiment hyper important aussi de pouvoir montrer à tous tout ce que vous avez fait. Alors tout, évidemment, c'est pas possible, mais une partie dans le réseau en action. Alors quelques actions vraiment
emblématiques avec, par exemple, en Auvergne-Rhône-Alpes, la Croix-Rouge française et des conseillers numériques qui sont allés dans différentes structures pour sensibiliser à mon espace santé, que ce soit à l'accueil, en distribuant des flyers ou en proposant d'activer le compte directement. On a également l'UDAF qui s'est mobilisé pour faire des webinaires de présentation et faire témoigner de l'utilité de mon espace santé dans le quotidien. À Niort, on a l'initiative avec France Asso Santé, le GRADESEA, l'assurance maladie, l'ARS qui ont fait Associons-nous pour sensibiliser les patients aussi et les associations avec l'UDAF aux enjeux du numérique en santé. Ensuite, plein d'autres actions, un stand d'activation et de sensibilisation à mon espace santé au SMR de La Rochelle, pareil avec la Croix-Rouge qui est intervenue. On a eu la 4e journée de l'installation en médecine libérale, ça c'était à Nancy, avec, il me semble, Carole Aubry de la CEPAM de Meurthe et Moselle qui s'est mobilisée sur toute la journée. On a eu les journées régionales des familles organisées par l'AFM Téléthon avec Anne-Marie Perron qui a été toute la journée à Épinal en tant qu'ambassadrice et citoyenne bénévole. Ensuite, on a eu un tour de France de l'inclusion numérique et de mon espace santé avec plus de 10 dates où on est allé à votre rencontre et on a essayé de créer des ponts entre l'inclusion numérique et les ambassadeurs santé dans les établissements de soins directement. Ces 10 dates, elles ont été enrichies avec 12 autres étapes dans le cadre d'un partenariat avec la Croix-Rouge française, la Fondation Roche et du coup nous, la DNS. Donc ça fait plus de 22 événements dans des établissements en plus. Et je continue avec le stand Mon Espace Santé lors de la journée de rentrée des auxiliaires de vie à Mayotte. On a eu une formation dans un centre hospitalier pour tous les professionnels qui était fait par Maxime Augier. On a Shamsia Ali et El Habib Bakar qui ont fait animer le café senior où ils ont activé tout un tas de comptes Mon Espace Santé à Mayotte et on les salue aussi, nos ambassadeurs dans tous les territoires. Il y a eu la Digital Factory in Peace en Corse qui a eu lieu à Mantes-la-Jolie. Il y a eu le forum des associations où il y a eu Monsieur Nyang de l'association Foire qui a sensibilisé 62 personnes, y compris le maire du village. Donc c'était le coordinateur de la montée, que c'était assez emblématique comme action. On a eu pas mal de choses en lien aussi avec le sport et la santé qui font quand même bon ménage avec 10 000 personnes qui ont été sensibilisées au match des Dragons catalans. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du rugby à 13, alors que là on est en pleine Coupe du Monde de rugby à 15, avec la présentation du spot Mon Espace Santé à la mi-temps du match. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre pareil, plein de beaux flocages rose et bleu, que ce soit au stand de sensibilisation de l'établissement du don du sang, avec un focus particulier sur la carte de donneur, où du coup les membres de l'association sont allés expliquer comment on pouvait mettre la carte de donneur dans Mon Espace Santé. On a eu le tram toulousain aux couleurs de Mon Espace Santé pour les 2 ans de Mon Espace Santé en Haute-Garonne, parce qu'eux, ils avaient eu le droit à une ouverture un peu anticipée. Mon Espace Santé a été sponsor du Tour cycliste de Guyane, avec du coup les équipes qui ont eu des maillots à l'effigie de Mon Espace Santé. Et puis enfin, encore des salons seniors ici à Saint-Pierre, à la Réunion avec Karen Chismous, et puis le tour PACA, donc Provençal-Côte d'Azur, où il y a carrément un camion floqué aux couleurs de Mon Espace Santé pour faire de la sensibilisation, où sur chaque étape, sur chaque journée, il voit plus de 1000 personnes. Et là aussi à La Réunion, une sensibilisation dans les 9 établissements du groupe Clinifutur qui s'est engagé dans le réseau des ambassadeurs. Donc pour toutes ces actions et puis pour toutes celles aussi qu'on n'a pas citées mais que vous avez remontées, on voulait surtout vous dire bravo et merci pour votre mobilisation actuelle et à venir.
parce que là, on vous a donné vraiment quelques exemples, mais ça a vraiment été une super mobilisation sur la première période. Donc vraiment, c'est un bravo et un merci très sincère de toute l'équipe. Juste, on voulait du coup vous sensibiliser sur la partie identification des actions dans le réseau, parce que ça, en fait, c'est ce qui nous est remonté. Donc, on est hyper fiers de pouvoir le partager. Nous, on apprend beaucoup des actions qui nous sont remontées, parce que là, je vous ai montré un peu les photos et ce qui s'est passé lors de la sensibilisation. Mais c'est là aussi, en nous remontant les actions qu'on se rend compte vraiment en y allant nous-mêmes aussi de comment ça se passe vraiment sur le terrain. Donc nous, on vous sensibilise vraiment à nous envoyer aux coordinateurs les actions que vous menez pour pouvoir les faire connaître d'une part, et puis nous permettre aussi de les mettre en valeur. Alors aujourd'hui, c'est ici, mais je peux vous assurer que c'est tout aussi bien dans des présentations auprès des institutionnels pour dire comment on vit le réseau, qu'auprès de l'assurance maladie quand on réfléchit sur les actions à mener. Et c'est vraiment tout au long de l'année qu'on vous met en avant dès que possible sur les actions que vous menez dans le réseau. Alors, plusieurs façons de faire ça, hein. Vous pouvez utiliser le hashtag ambassadeur MES qu'on a mis en place, notamment, qui marche hyper bien sur LinkedIn. Vous pouvez aller voir en tapant ambassadeur MES, il y en a déjà pas mal qui jouent le jeu. Vous pouvez prévenir votre coordinateur par votre moyen de communication préféré. Et puis là, ce que je vous propose hyper rapidement pour ceux qui ont accès du coup à Miro. Alors attendez, je suis en train de le mettre dans la conversation parce que je me rends compte que c'est pas très facile de l'avoir sur la slide. Vous pouvez aller sur ce Miro ici. Donc il faut déjà un compte Miro, il me semble. Nous remonter, prenez une carte et puis dites-nous les actions que vous avez mis en place. N'hésitez pas à ajouter des photos aussi pour qu'on puisse voir tout ce qui a été mis en place par vous, les ambassadeurs. Je vous laisse le faire. En parallèle, je vais prendre des questions. Et puis, si vous n'avez pas accès à Miro, n'hésitez pas non plus à faire votre post LinkedIn avec votre meilleure action et le hashtag ambassadeur MES. On relaiera tout ça du mieux qu'on peut. Du coup, en attendant que le Miro se remplisse, je vois il y a déjà plusieurs personnes qui y sont. Je prends quelques questions. Nouveau coordinateur Occitanie à contacter. Ma situation à organiser à Escale 15 le 9 novembre, nous dit Christian. Effectivement, vous pouvez contacter soit l'adresse générique, un coordinateur MES qui a donné le grade en Occitanie, mais il y a effectivement une nouvelle coordinatrice qui va arriver le 2 octobre en Occitanie pour reprendre toutes les actions, même si vous avez vu qu'elles ne sont pas arrêtées avec le coordinateur qui était parti pour d'autres horizons. Plus un sur les données locales de déploiement, il les faudrait idéalement par bassin de vie, défaut départemental. J'imagine que ça fait référence à une question qui est plus bas. Effectivement, ça, on en parle tout à l'heure, Claire l'a dit. Le coordinateur en Occitanie, je vous ai donné l'info. Elle arrive, elle s'appelle Laurane, et elle arrive en fait lundi. Est-ce que c'est possible d'avoir des données locales par département? On en parle aussi tout à l'heure. Claire a répondu. Est-ce qu'il y a une base de données à jour des professionnels en phase avec mon espace santé? Alors, on ne les recense pas tous, mais on va donner quelques chiffres qui vont vous donner une idée de l'utilisation par les professionnels de santé de mon espace santé. ICOP, j'imagine que ça fait référence à l'application pour savoir si elle va être dans le catalogue de services. La balle est dans leur camp, hein, mais nous, on est prêt à les accompagner. Et je crois qu'on le fait déjà pour rien vous cacher. Et puis, voilà, on a passé là les dernières questions en revue. Je vois du coup sur le Miro,
affichage dans les antennes de la Croix-Rouge française, des ateliers d'activation de mon espace santé, un serious game, mon espace santé, avec un jeu de cartes et de plateaux disponibles pour tous. Ça, je pense que c'est Claire Marquez de la CEPAM de Nantes qui nous le dit. Effectivement, ça peut valoir le coup de la mettre dans le chat pour que tout le monde puisse le voir. Je vois dans le chat aussi, actuellement, je suis sur le terrain pour sensibiliser les usagers avec une tablette numérique. Il n'y a aucune difficulté. Il y a vos adresses mail qui sont partagées. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Atelier auprès du CHU de Nantes. Accompagnement à l'activation par des acteurs de l'inclusion numérique. Il y a la MGEN qui organise des webinaires auprès de ses assurés et de ses adhérents. C'est vrai que ça a très bien marché en 2022 et ça continue à bien marcher en 2023. Vous êtes assez nombreux à écrire là en ce moment même. Je n'arrive pas à tout lire. Atelier de prise en main de mon espace santé. N'hésitez pas, on y reviendra après. Je vois que l'heure tourne déjà. Merci Claire d'avoir partagé dans le chat du coup le lien vers le Serious Game qui a été mis en place par la CEPAM de Loire-Atlantique. En tout cas, aujourd'hui, voilà, on est hyper content d'avoir pu partager ça avec vous. Mais comme je le disais, nous, c'est tout au long de l'année qu'on a envie de vous mettre en valeur et ça nous sert vraiment de montrer que le réseau des ambassadeurs est hyper dynamique. Et sans plus attendre, on va peut-être commencer par Claire, du coup, parce que je ne suis pas sûr de voir Caroline. En tout cas, elle n'est pas montée sur scène. Si elle est là, qu'elle n'hésite pas à le faire. Mais du coup, je vais donner la parole à Claire Vigier sur les avancées du Ségur et donc sur la partie en fait professionnelle de santé. Vous m'entendez? Super bien. Ok, parfait. Bonjour à tous. Claire Vigier, je travaille avec Pierre, notamment à la DNS, donc j'ai un peu de volets. Tu l'as présenté, donc je peux avoir intervention externe, mais une casquette plutôt côté mon espace santé. Et d'ailleurs, si vous voulez, on reviendra sur certaines questions auxquelles on n'a pas pu répondre, et un côté plutôt côté Ségur. Et je pense que vous avez tous mis des questions autour des professionnels de santé. Du coup, l'idée, c'était de vous partager, parce qu'on a eu une étape un peu charnière récemment, là, le 20 septembre, donc c'est important de revenir un peu là-dessus avec quelques chiffres clés. Alors, elle est très dense, donc je vais vous la faire un peu à l'oral, mais juste pour vous rappeler, parce que je ne sais pas si vous êtes tous au clair sur ce qui est un petit peu le Ségur du numérique en santé. C'est un grand programme qui n'est pas du tout que de financement, on va y revenir, qui vise justement à partager facilement les données de santé de manière sécurisée entre les professionnels, donc entre eux, mais aussi entre les professionnels et les usagers. C'est là où on va voir le rôle notamment de mon espace santé, avec derrière l'idée de ça permettra, en les mettant à disposition, de mieux prévenir, de mieux soigner, in fine d'améliorer la qualité des soins. C'est quelque chose c'est un programme, c'est un peu, je pense, différent de ce que l'État a pu faire historiquement. On est sur une approche qui est progressive. Vous allez voir, on a résolu une partie des problèmes et on essaie vraiment d'avancer, on va dire, pas à pas. Et il y a un peu 3 grandes briques dans ce programme. Il y a vraiment l'idée et ça, Pierre l'a bien évoqué, vous le connaissez tous, vous en êtes des promoteurs, et encore un grand merci. Franchement, vous faites un travail, c'est assez formidable ce que vous faites en termes d'accompagnement. Mais le pilier de base pour se dire on peut partager des données de santé avec les patients, c'est qu'il fallait qu'il y ait un réceptacle qui existe, qui soit quelque chose qui soit ergonomique, facile d'utilisation. Donc, c'est doter tous les patients, tous les Français d'un profil Mon Espace Santé. Voilà, je vais pas y revenir, avec un enjeu pour nous de le rendre encore plus riche, améliorer l'expérience utilisateur, résoudre les bugs et surtout apporter de nouveaux usages qui répondent notamment à des besoins de gens qui sont peu consommateurs de soins, mais aussi de gens qui peuvent avoir des historiques de santé complexes avec de nouveaux besoins. Le deuxième sujet, c'est de se dire, c'est bien de partager de la santé, mais pour faire en sorte que ça fonctionne, il faut qu'on permette d'accélérer la volumétrie de documents qu'on doit mettre dans Mon Espace Santé, quoi. Et après, et ça, je vais vous expliquer un peu comment on le fait. Et le troisième élément, ça va être de dire, c'est bien de mettre des documents,
Et vous allez voir, on en a plus de 150 millions qui ont été versés depuis le début de l'année, hein, ce qui est assez historique. Mais ensuite, il faut aussi que ce soit très facilement utilisable par les professionnels, parce que si c'est hyper difficile d'accès, que ça leur prend 10 minutes dans des consultations qui sont souvent déjà très chargées, voilà. Donc ça, c'est un peu notre prochaine étape qui est devant nous. Et les 2 premières, au contraire, on est plutôt très avancé. Et donc, l'idée, c'est pas tellement qu'on va développer tout en tant qu'État. Donc, mon espace santé, on le co-développe avec l'assurance maladie, on le fait évoluer, mais on n'a pas spécialement vocation à développer les logiciels de tous les médecins individuellement, surtout qui sont très spécifiques en fonction des secteurs. Donc, l'idée, c'est qu'on a travaillé avec tous les professionnels de santé de chaque spécificité, donc des biologistes, des radiologues, des médecins de ville, etc. Et on travaille avec leurs éditeurs. Et en fait, on a défini des besoins d'évolution de leur logiciel métier, parce qu'en fait, quand vous faites une consultation, je pense que vous vous en êtes tous rendu compte, mais la plupart des consultations, séjours, la plupart du temps, souvent, ils saisissent des informations. Il n'y en a plus beaucoup quand même qui sont totalement au papier dans leur logiciel. Et donc, voilà, et en fait, on a défini des exigences qui permettront de faire en sorte qu'on partage ces données de santé. Je ne vais pas y revenir. Voilà, il y a plein de choses qui sont un peu techniques, qui sont transparentes demain pour le professionnel. Et en fait, l'idée, c'était de dire, il faut qu'on fasse la mise à jour de ces logiciels. Donc, il faut qu'on dise qu'est-ce qui doit permettre la mise à jour. Il faut que le secteur privé développe ces mises à jour. Et ensuite, il faut qu'ils les mettent à disposition des professionnels. Et c'est là où la date du 20 septembre était importante, parce que c'était un peu la date butoir à laquelle les éditeurs de logiciels, qui sont quand même très nombreux, enfin c'est plus de 150 éditeurs de logiciels à tout secteur confondu, qui ont dû faire ce travail assez significatif, qui devaient ensuite mettre à jour ces logiciels. Et grâce à ça, vos professionnels de santé peuvent, normalement, quasi en un clic, l'idée c'est que ce soit aussi sans effort pour eux, à partir du moment où ils valident l'ordonnance, ils valident le compte-rendu opératoire, qu'ils puissent, tout comme aujourd'hui, ils le remettent en papier au patient, ça puisse le verser dans mon espace santé, avec un certain nombre de prérequis techniques, avec tout un travail autour de l'identité nationale de santé, dont on vous a peut-être déjà parlé. Il y a plein de choses qui sont un peu sous-jacentes derrière. Donc, voilà, on est dans vraiment une approche un peu partenariale et qui est progressive, où on a eu une première vague d'évolution logicielle qui était très importante. Et on a aussi pris il y a un deuxième pendant dans ce programme Ségur, c'est que pour accélérer cette transition, qui est quand même une transformation assez radicale, de dire demain, le patient doit avoir tous ses documents. Demain, ça va changer quand même pas mal de choses. On a mis en place des incitations financières aussi pour aider les acteurs du terrain à accepter, à partir plus rapidement, notamment à l'hôpital, pour qu'ils soient les plus moteurs pour commencer à s'engager assez rapidement. Et le dernier volet, entre guillemets, on a parlé un peu de la carotte. On finance la mise à jour. C'est nous, l'État, qui payons la mise à jour des logiciels. C'est nous, l'État, qui donnons des incitations financières pour faire en sorte qu'ils commencent à utiliser la messagerie sécurisée avec les patients, qu'ils commencent à envoyer des documents à mon espace santé dans le dossier médical. Et le troisième pendant, c'est qu'il y a des obligations réglementaires. Normalement, les professionnels de santé sont obligés. En tout cas, la loi dit vous devez partager un certain nombre de documents de base, de coordination. Voilà, c'est un petit peu le triptyque. Et donc, c'est important, je pense, nous, on est convaincus que c'est un des facteurs de succès. Il fallait que mon espace santé soit très facile d'accès. Il fallait qu'il soit créé par défaut avec un droit d'opposition très, très simple. On est convaincus que c'est une liberté de choix de pouvoir s'en opposer. Mais il faut aussi que derrière, comme je pense que vous l'avez tous dit un peu dans le chat, ce soit simple pour les professionnels de santé. Il y a deux enjeux clés, c'est qu'ils versent les documents de base, qui sont utiles à la coordination, et vous, à savoir, et puis à plus avoir une prise en charge où vous perdez vos documents, et deuxièmement, qui viennent consulter ces données-là, qui les aident à prendre des bonnes décisions. Donc voilà, de manière un peu concrète. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails des chiffres, parce que c'est assez technique, mais l'idée, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la semaine dernière, du coup, on a clôturé, donc les éditeurs devaient tous déposer, on a évidemment des protocoles de vérification, vu que nous, on finance, donc on vérifie déjà qu'ils sont conformes, puis on vérifie qu'ils ont bien installé les mises à jour. On a eu aussi beaucoup de travaux de correction, parce qu'il y a des déploiements, des mises à jour logicielles qui ne sont pas toujours très bien passées, donc on a vraiment suivi de très très près les éditeurs, et il y a encore beaucoup de travail pour améliorer ce qu'ils ont mis à disposition des professionnels, pour que ce soit plus fluide. Voilà, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que plus de 99% des mises à jour qui avaient été commandées par les professionnels de santé, il y avait un travail où ils devaient commander, ont été effectivement installées. On ne force pas un médecin, il fallait qu'il passe une sorte de commande qui était gratuite pour lui. C'est vraiment un système un peu innovant
d'achat pour compte. C'est l'État qui achetait pour le compte du professionnel, mais derrière, comme ça, il n'avait rien à payer in fine. Mais il fallait quand même qu'il y ait une initiative du professionnel pour s'engager dans cette démarche. Si le professionnel veut rester 100% papier, nous, on n'a pas de levier techniquement. Enfin, réglementairement, il est obligé, mais je veux dire, sur le court terme, c'était plutôt d'essayer de favoriser que ce soit simple pour eux. Et du coup, de manière très concrète, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que parmi si on voit un peu le territoire, ça fait plus de 2000 établissements qui aujourd'hui sont équipés avec des logiciels qui peuvent vous verser vos documents. Donc, progressivement, ça va augmenter. C'est-à-dire que techniquement, les logiciels sont prêts. Après, souvent, il y a un peu des enjeux organisationnels pour mettre en place ce processus où on doit bien vérifier une fois l'identité du patient pour être sûr qu'on envoie le document au bon patient. Il y a un certain nombre de prérequis qui font que ce n'est pas toujours instantané. Un déploiement dans un hôpital, ça peut être long. Donc, c'est pour ça que parfois, il y a un peu un délai entre le moment où le logiciel est branché, entre guillemets, et le moment où ça fonctionne de manière super fluide sur le terrain. Mais voilà, donc, plus de 80% de l'activité hospitalière. Il y a plus de 51 000 médecins aujourd'hui qui sont équipés. Donc, c'est quand même un parc très important dans le domaine libéral. 70% des laboratoires de ville, 97% des officines. Alors, certains ont des spécificités. Par exemple, les officines, elles peuvent verser la vaccination. Ça vous ajoute votre vaccination automatiquement. Ce n'est pas encore le cas, par exemple, pour la médecine de ville. Mais voilà, ces logiciels conformes, c'était un enjeu indispensable pour, en tout cas, commencer à embarquer. Et du coup, pour vous le montrer un peu de manière concrète, là, quand vous demandiez des chiffres sur les professionnels qui étaient engagés, nous, on aime bien montrer. D'ailleurs, la courbe n'est pas très lisible, mais je vous renverrai. Il y a une page qui s'appelle Transparence Ségur. L'idée, c'est que nous, on met publiquement tous les chiffres à jour et vous pouvez voir vraiment c'est quel type de documents qui sont versés, où est-ce qu'on en est. Et on voit qu'on partait de très, très peu de documents. Il y a plus de… Voilà, en début 2021, aujourd'hui, on est à plus de 150 millions de documents qui ont été versés. Et on est plutôt sur une trajectoire qui est plutôt exponentielle avec plus de 12 millions de documents qui sont versés par mois. Et ça va continuer à augmenter avec l'embarquement des nouveaux professionnels, dont les logiciels. Une fois qu'on a passé l'obstacle technique, après, on a un enjeu d'appropriation culturelle. On en est conscient. On a plein d'accompagnements à faire pour faire en sorte que ça fonctionne. Et aussi s'assurer que la qualité des documents qui sont versés sont bons, qu'on ne verse pas des choses qui sont inutiles. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va travailler sur des nouvelles évolutions logicielles pour faire en sorte que ces documents-là, ils sont à disposition du patient. Et le professionnel, dans un cadre bien spécifique, il peut accéder à votre espace santé. Alors, il ne peut pas accéder à tout. C'est sous réserve que vous ayez donné votre consentement, etc. Et voilà, que la consultation, entre guillemets, de ces documents soit simple. Et ça, on y travaille, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore ultra fluide. Et voilà, ça va prendre encore un peu de temps. Mais donc, on est plutôt sur une trajectoire un peu en plusieurs étapes pour vous le dire de manière simplifiée. Je crois que c'est tout ce que je voulais. Je ne sais pas s'il y a eu des petites questions, c'était pour faire un petit zoom rapidement. Il y a eu quelques petites questions. J'ai partagé la page dont tu parlais là sur Transparence où vous allez pouvoir suivre du coup les avancées du Ségur. Les PS ont compris. Alors, l'état d'esprit des professionnels. En fait, on est aujourd'hui à… Ça va un peu dépendre, parce que nous, on essaie de beaucoup aller sur le terrain pour rencontrer les professionnels. Globalement, on n'a pas vraiment d'opposition. Le nombre d'oppositions est très, très, très modéré. On a plus… on a des gens qui sont très moteurs, mais pour qui c'est encore trop complexe. Donc, c'est tout le sujet de la simplification logicielle. Ça doit être sans clic, sans effort. Ça doit être très fluide pour eux. Mais en tout cas, ils y voient tous l'intérêt, à la fois pour les patients, pour la coordination des soins, pour la redondance des actes, pour pouvoir détecter une iatrogénie médicamenteuse lorsque vous arrivez aux urgences. Donc, il y a plutôt une forte attente, mais on va dire, pour certains, encore un peu un scepticisme, dans le sens où, historiquement, il y avait le dossier médical partagé, ça a été quand même un serpent de mer, je pense qu'on vous a déjà refait l'histoire, et donc voilà, ils sont un peu dans l'attente que ce soit très simple, on va dire, pour foncer de manière très, très engagée. Et surtout, il y a une attente très forte sur cette consultation dont je vous parlais, de dire, voilà, c'est bien de mettre des documents, mais comment moi, entre guillemets, en un clic, je sais c'est quoi les données qui me sont utiles, je peux naviguer facilement. Donc, il y a plutôt une attente assez forte. Et après, il y a encore un panel de professionnels qui ne sont pas au courant. On en est conscient. Donc, il y a une campagne là, des délégués de l'assurance maladie qui sont en train d'aller voir normalement tous les médecins, tous les pharmaciens. Il y a les agences régionales de santé et les grades qui font aussi beaucoup de travail auprès des établissements médicaux et sanitaires. Donc,
tout le sujet, c'est comment on descend, entre guillemets, au plus bas, aller toucher chaque secrétaire médical, chaque assistant médical, notamment dans les grandes structures, là, dans les CH. C'est pas toujours facile qu'ils alimentent en masse des documents de sortie, mais parfois les professionnels ne sont pas encore complètement conscients de mon espace santé c'est ouvert, ça arrive, j'envoie des documents à mes patients. Donc on a encore un travail de communication et d'accompagnement qui est quand même vraiment très important. Et Claire, il y a une question aussi de Christine Grigabert-Tapi qui dit moi, les praticiens que j'ai rencontrés, alors j'imagine que c'est plutôt en ville, ils ont des logiciels conformes, mais ils ne versent pas au DMP, sauf quand j'ai demandé, certains n'avaient jamais fait. Est-ce qu'on a fait des choses particulières pour ces médecins-là ? Alors, il y a eu une période où, en fait, il y avait eu des possibilités de désactiver les envois, ce qui, en théorie, est un peu à l'encontre de la doctrine et de la philosophie de dire tout doit. Nous, on défend aussi beaucoup le droit du patient. Après, on a des débats avec certains médecins qui disent moi, je veux pouvoir choisir ce que j'envoie. En fait, moi, en tant que patient, j'ai le droit d'avoir tous mes documents, entre guillemets, à minima. La base, c'est que j'ai les documents que vous me rendez en papier. Il faut que je les ai en numérique. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes nous ont encore pas. On parle beaucoup avec les associations de patients aussi. Elles nous disent qu'ils n'ont pas leurs documents de santé avant. Et maintenant, ils commencent à les avoir aussi grâce à mon espace santé. Parfois, ils n'avaient pas l'information. Sachant que je ne l'ai pas évoqué, mais dans le cadre du Ségur, il y a aussi, on essaie vraiment de faire en sorte qu'on partage l'information aussi aux professionnels qui suivent les patients. Donc, un compte rendu opératoire, il doit être aussi envoyé par messagerie sécurisée aux professionnels. Donc, on essaie aussi de favoriser l'information par ce biais-là. On ne fait pas que alimenter mon espace santé. Donc, il y en a certains encore qui, on va dire, émettent quelques doutes sur la doctrine, on va dire, que nous, on appelle d'alimentation systématique, de se dire, j'ai le droit de ne pas envoyer des documents, j'ai le droit de le masquer aux représentants légaux. Ça, nous, on estime que ça doit être très simple à faire, de ne pas envoyer certains documents parce qu'on estime que c'est pas pertinent, mais que de base, normalement, la plupart des données devraient être versées. Et après, c'est à nous de faire l'intelligence de créer du Google, entre guillemets, dans mon espace santé pour que la recherche pour eux de la donnée soit facile, quoi. Mais c'est que des fois, il y a une frilosité. Et je préfère être hyper transparente là-dessus. Une des inquiétudes, c'est le grand placard mal rangé. C'est-à-dire, c'est bien de mettre plein de choses, mais comment on va s'y retrouver, quoi. Donc, nous, on est en train de dire, il faut déjà qu'on mette des choses. Et ensuite, on va vraiment faire en sorte de travailler sur des mécanismes d'archivage, des modes de recherche qui sont très intelligents, qui vous font gagner du temps, quoi. Donc, ça peut expliquer une frilosité de certains professionnels de santé, quoi. Et puis, il y a tout le travail que vous avez fait aussi avec les éditeurs de logiciels pour que, en ville en particulier, ce soit ultra simple, ce que tu disais, en un clic dans les logiciels pour que ces acteurs-là qui font des documents à l'appel, disons, 400 par semaine, en fait, que ce soit fait ultra facilement. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, il y avait des choses qui étaient trop complexes. Enfin, ils ont eu pas mal de bugs. Donc, on a aussi beaucoup suivi, parce que nous, on paye. On a aussi un enjeu de faire en sorte qu'on soit content. Et après, on travaille avec les médecins sur eux, comment on crée un secteur vertueux d'éditeurs qui sont bons et qui permettent, ils évaluent. On a évalué d'ailleurs la satisfaction des professionnels il y a plus de 3 mois et on va la réévaluer pour voir si ça progresse bien, qu'il y a bien eu des optimisations de parcours, mais qu'on voit dans les chiffres. Et c'est aussi important de faire en sorte que c'est sûr que ça devient un outil de travail tellement central pour eux, leur logiciel. Et après, à terme, il faut qu'ils aient à moins taper de choses. Mais c'est sûr que s'ils ont de la ressaisie et 12 clics à faire, les gens ne le feront pas. C'est sûr. Il y a encore quelques petites questions, peut-être qu'on les prendra si on a le temps dans le chat. Et après, la dernière intervention qui est pour le coup, cette fois, extérieure à la DNS, puisque effectivement, avec Claire, on est bien dans la même équipe. On accueille Caroline Guillot, du coup, du Health Data Hub, sur les usages secondaires des données de santé et les projets citoyens. Bonjour Caroline. Bonjour, merci beaucoup de me permettre de parler du Health Data Hub. Quelques mots peut-être sur moi quand même, qui explique aussi ce que j'y fais. Je suis sociologue de formation. Alors, j'ai fait une thèse de doctorat qui était complètement sur autre chose, mais ça m'a progressivement quand même amené au domaine de la santé et à faire plusieurs années dans le monde associatif. Et dans ce monde associatif, j'ai été à un moment donné en relation avec le Health Data Hub et je mets en place au sein du Health Data Hub désormais des services à la fois évidemment pour les associations d'usagers du système de santé, mais aussi pour les citoyens. Avant de parler du Health Data Hub à proprement parler, de sa structure, etc., je pense que c'est important de faire un détour sur ce qu'est le système national des données de santé et ce qu'on en fait, puis
l'histoire finalement de l'utilisation du système national des données de santé. Alors je ne sais pas finalement ceux qui écoutent s'ils sont très au fait de tout ça, donc je vais partir de l'idée que vous ne connaissez pas pour être la plus pédagogique, et j'espère que pour ceux qui le connaissent, ça ne fera pas trop répétition ou caractère assez désagréable de l'écoute, mais on va essayer de rendre ça plutôt sympa. Le système national des données de santé, donc on peut l'imaginer, attention je vais utiliser quelques mots un petit peu vulgaires pour synthétiser la pensée, ils ne sont pas toujours complètement adaptés, en tout cas un expert dirait que ce n'est pas forcément les meilleurs. Mais admettons, donc le système national des données de santé, sorte de grosse base de données qui en fait au départ évidemment est utilisée à des fins de gestion administrative, parce que c'est les données qui sont de remboursement de soins, donc ce sont les données de l'assurance maladie, ce sont les données liées à l'hospitalisation, etc. Et donc pour rembourser, eh bien, à un moment donné, il y a cette base qui permet ça, donc à des fins évidemment de gestion administrative. Et puis dans les années 2000, cette grosse base, on se dit, au sein de la CNAM, bien entendu, est-ce qu'elle ne pourrait pas être utilisée pour la recherche, pour faire des recherches? Est-ce que finalement ces données, elles ne pourraient pas être intéressantes pour mener des projets de recherche qui permettraient d'ailleurs d'améliorer, de trouver des solutions qui améliorent la santé des personnes? Et puis, évidemment, au moment où on s'interroge là-dessus, donc ça ne s'appelait pas SNDS, c'est devenu SNDS, Système national des données de santé, au moment où on a voulu en faire un projet de recherche. Eh bien, oui, ceux qui étaient à la CNAM ont dit ce serait plutôt intéressant, on va le créer de cette façon, mais évidemment, si c'est pour faire de la recherche, on va pseudonymiser. On n'a pas besoin de connaître le nom et les prénoms des personnes. On n'a pas besoin de connaître certaines indications sur eux. On a juste besoin d'avoir une masse de données sur par exemple les hospitalisations, etc. Et ça nous suffit. Donc, le système national de données de santé, c'est, admettons, une grosse base. En fait, c'est une constellation de plusieurs bases. Et qui est pseudonymisée. Et puis, dans l'histoire du SNDS, c'est assez intéressant, et d'ailleurs, Dominique Polton, qui a été aussi aux mains de la construction de ce système national des données de santé, donc de données pour la recherche, dit que très souvent, au sein de la CNAM, à ce moment-là, le public voyait en fait le projet de l'assurance maladie comme quelque chose de complètement mégalo, c'est-à-dire que, est-ce qu'effectivement, on allait réussir à faire quelque chose de cette grosse base? Est-ce que réellement, en analysant les données de ce type-là, on peut vraiment faire des projets qui vont contribuer à améliorer la santé des personnes? Personne croyait en eux. Et puis, il est passé par là un procès, l'affaire Mediator. Ce médicament pris par un grand nombre de personnes, dont il s'avérait à ce moment-là, la question était posée. Irène Frachon, le film, je ne sais pas si vous voyez, j'ai plus le nom en tête, mais quelque chose avec Brest dedans, et où on dit avec ce Mediator, mais est-ce que ce médicament n'est pas plus délétère qu'il finalement ne soigne les personnes? Avec les données de l'assurance maladie, en moins de 10 jours, ils ont réussi à donner une réponse. Oui, effectivement, ce médicament a des effets délétères. Donc, cette base de données, à la fois est utile, mais ensuite, elle a été constituée de sorte à ce qu'elle soit utilisable. Et puis, des choses se sont mêlées. En 2014, il y a Marisol Touraine qui lance pour la première fois, et c'est la première fois qu'il y a eu ça, un débat citoyen national sur l'utilisation des données pour la recherche, et notamment sur le SNDS. Et c'est alors que, parce que d'ailleurs les acteurs commençaient à monter au créneau en disant « il y a cette base, c'est une richesse, elle n'est qu'aux mains de l'administration, il faut pouvoir l'ouvrir à d'autres acteurs, dont, par exemple, ceux qui ont levé la doigt, c'était les associations de patients. Et certains autres acteurs aussi, du privé d'ailleurs. On dit il faudrait quand même qu'on puisse y accéder. Ce débat a permis de mettre à plat, notamment, les conditions d'accès, en dehors des personnes de l'assurance maladie, au système donc, national des données de santé. Et ces conditions d'accès n'étant pas les mêmes selon les acteurs. Et c'est ce qui fait que, progressivement, et là je vais en venir au Health Data Hub, il y a eu ce système national de données de santé, cet usage du système national de données de santé, et il y a eu la constitution de groupements d'intérêt public. En l'occurrence, à ce moment-là, il y a eu l'IDS, l'Institut des données de santé, puis l'Institut national des données de santé, puis qui s'est transformé plus récemment, il y a 3 ans, le Health Data Hub. Alors, à quoi servaient les structures dont je viens de nous parler? IDS qui s'est transformé en INDS, qui s'est transformé en Health Data Hub. Eh bien, l'objectif de cette structure, c'était précisément, non pas d'exploiter les données, mais de permettre aux acteurs d'accéder aux données du système national des données de santé, qui, à ce moment-là, dont la CNAM était l'exclusif responsable de traitement. Ça, c'est un premier élément. Et puis,
qu'est-ce qui fait la différence entre l'INDS, donc IDS, INDS, et puis Health Data Hub? Pourquoi est-ce qu'on a changé en Health Data Hub? Eh bien, on a changé en Health Data Hub parce qu'à un moment donné, Cédric Vidiani est arrivé avec son rapport sur l'intelligence artificielle, qui d'ailleurs ne traitait pas que du sujet de la donnée de santé, de la santé, traitait un ensemble d'autres sujets, et qui a dit, en fait, plus que d'utiliser les données du Système national des données de santé, il faudrait pouvoir compléter ces données-là avec d'autres bases de données qui existent, par exemple des bases de données d'associations, des bases de données d'industriels sur les implants cardiaques, etc., etc. Et pourquoi? Parce que c'est par la combinaison de l'ensemble de ces données qu'on va pouvoir mener des projets véritablement impactants en intelligence artificielle, pour, encore une fois, à des fins d'utilité publique, pour améliorer la santé des personnes, toujours dans un cadre sécurisé et pseudonymisé, comme je le disais, pas besoin de connaître le nom et le prénom des personnes. Ça, c'est ce qui vous permet d'entrer dans le sujet de, au final, pourquoi le Health Data Hub a émergé. Mais finalement, donc, redemandons-nous ce que fait le Health Data Hub. Le Health Data Hub, il n'est pas là pour traiter les données. Ça, c'est le propre des porteurs de projets, des CHU, d'équipes qui sont constituées. Les CHU ne viennent pas que eux tout seuls. Ils sont parfois avec des assos de patients, avec des startups, avec des industries, peu importe. Des acteurs viennent déposer leur demande d'accès à ce qu'on appelle le guichet du Health Data Hub. Demande d'accès, c'est un gros protocole que vous devez rédiger. Et il faut vous justifier de pourquoi vous voulez mener tel sujet. Il faut répondre à la question de en quoi réellement ça va être d'utilité publique. En quoi il n'y a pas un intérêt commercial derrière votre demande. Et pour ça, on vous demande tout un tas de questions. Quel type de données vous avez besoin? Si vous demandez trop de données, ça va peut-être paraître suspect par rapport à la finalité de votre étude. Si vous n'en demandez pas assez, c'est également étonnant. Donc, on interroge les personnes fortement. Ces personnes-là qui veulent accéder aux données le déposent au Health Data Hub, et le Health Data Hub est essentiellement là pour accompagner ces porteurs de projets à y accéder, parce qu'il y a plein d'étapes, parce qu'il y a du réglementaire, parce qu'on ne sait pas nécessairement très bien comment constituer le dossier, etc. Donc, on est là pour les accompagner. Et évidemment, il y a plusieurs étapes d'accès. Le schéma classique, je vais terminer très rapidement, c'est vous déposez votre dossier donc au Health Data Hub, au guichet. Ensuite, ce dossier est évalué par un comité éthique et scientifique qui est indépendant. Nous ne sommes pas liés à celui-ci. Il émet un avis sur votre demande d'accès, sur l'étude que vous avez donc envie de mener. À la suite de ça, ce dossier, si l'avis est positif, passera entre les mains de la CNIL, qui est la seule autorité compétente pour autoriser l'accès aux données de santé. Et ensuite, vous allez conventionner avec l'assurance maladie, qui va vous mettre en place un espace projet, on va dire très vulgairement, un espace sur un ordinateur qui vous permet d'accéder aux données que vous avez demandées. Mais bien entendu, quand vous êtes une équipe de recherche, il ne faut pas imaginer que toutes les personnes de l'équipe ont la possibilité de regarder les données. Pour ça, il y a énormément de conditions. Il faut avoir les compétences, il faut être soumis au secret médical, il faut avoir, etc. Donc, en fait, il y a une énorme gouvernance et processus qui permet d'accéder aux données. Je vous ai expliqué ce qu'était le SNDS et son histoire, qui, je trouve, est intéressante parce qu'elle dit quelque chose de la façon dont le public, notamment, a souhaité son ouverture et que ce ne soit pas recentré sur l'administration. Je vous ai expliqué ce qu'est le Health Data Hub. C'est cette structure publique qui favorise l'accès aux données, mais qui n'est pas dans l'exploitation, et le traitement statistique. Et maintenant, juste quelques mots pour conclure, parce que je crois que j'ai peu de temps, c'est qu'est-ce que la direction citoyenne dans tout ça? Alors, une direction citoyenne, c'est jamais complètement simple de l'expliquer. Alors, c'est pas une direction de la communication, mais ça existe très peu dans les structures publiques. Je le définis comme un espace dans lequel on va faire beaucoup d'information, de sensibilisation et d'acculturation à ce qu'est la seconde vie des données de santé, donc à l'exploitation secondaire des données de santé. On mène tout un tas de projets qui permettent de diversifier justement ces missions-là. On va avoir des groupes de dialogue au sein de la direction citoyenne et donc au sein du Health Data Hub. On a mis en place des formations citoyennes sur différents programmes, le programme du Système national des données de santé, un programme aussi qui est sur les entrepôts de données de santé et un autre qui est sur les données de santé environnementales. Des webinaires existent, ce sont les mardis de la donnée de santé,
qui ont lieu en général tous les premiers mardis de chaque mois. Ça dure 3 quarts d'heure. 30 minutes, pendant les 30 premières minutes, on expose un des modules, qui est d'ailleurs accessible aujourd'hui en ligne sur notre site. Et ensuite, on répond aux questions. Ces modules-là, ils sont avec nos partenaires, parce que cette formation, on ne la fait pas seule. On l'a fait avec la CNIL, l'adresse, le ministère, France Assos Santé. Et il peut y avoir, de temps à autre, d'autres acteurs aussi, d'autres partenaires qui l'ont construit avec nous. Et ces partenaires-là sont présents pendant les webinaires pour répondre aux questions. On va aussi avoir des projets de type concertation, conférence de consensus, où on rassemble des citoyens pour discuter de ces sujets qui peuvent être considérés comme sensibles, pour entendre leurs perceptions et surtout pour en tenir compte, parce que c'est bien de les entendre, mais à un moment donné, il faut aussi en faire quelque chose, sinon c'est pas très utile. C'est aussi mettre en place des projets d'affichettes. On l'a fait notamment avec la CNIL, le CHU de Rouen-Normandie, le Data Lab et la région Normandie, où on a co-créé ensemble des affiches sur c'est quoi la seconde vie des données, qui ont été affichées dans les salles d'attente du CHU. Et on a fait par exemple un projet de ce type parce que c'était à la demande du CHU qui dispose d'un entrepôt de données de santé, à qui la CNIL a dit parce que vous avez un entrepôt, vous avez l'obligation légale d'informer les gens de l'existence de cet entrepôt de données de santé. Et quand ils sont venus nous voir, on leur a dit humblement qu'entrepôt c'était un mot bien compliqué et que peut-être qu'une première action qui peut être intéressante, c'est déjà de dire que les données de santé, ça existe et qu'elles peuvent servir pour la recherche. Parce que pour les études qu'on a menées, il arrive aussi qu'une partie des personnes considèrent que la recherche, c'est simplement la blouse blanche, la pipette au bout du doigt et la personne qui est en train d'inventer le nouveau vaccin. Or, l'utilisation des données de santé, et je l'ai expliqué tout à l'heure avec le Mediator, ça peut être bien plus que ça. On peut faire des études épidémiaux, on peut faire des projets qui permettent d'aboutir à des réponses pour la personnalisation, par exemple, du traitement pour un type de cancer. Il y a énormément d'acteurs qui travaillent là-dessus et ça, il faut pouvoir en informer les personnes. Évidemment, c'est un job, comment dire, une mission qui va durer des années parce qu'il faut pouvoir acculturer, mais pour ça, on a besoin aussi, nous, d'un ensemble d'acteurs prêts à faire cette sensibilisation avec nous, dont les associations qui travaillent de concert avec nous pour ça, l'éducation nationale, avec qui nous sommes en relation, et tout un tas d'autres acteurs. Comme je vois l'heure qui tourne, je ne voudrais pas monopoliser l'échange. J'espère que vous avez compris les différents messages que sont les miens. Et juste, il y aura certainement des questions, donc je vais pouvoir y répondre. N'hésitez surtout pas à nous contacter et à me contacter directement. Nous avons au sein de US Data Hub toujours les mêmes adresses et je suppose que Pierre, tu pourras la faire passer au besoin. Tout à fait. Merci beaucoup, Caroline. Effectivement, il y a quelques questions. Puis je propose qu'on en prenne un petit peu. Il y a Adrien Cadia qui dit qu'il faut que la donnée soit correctement interprétée avec le... Alors, il donne un exemple. Si on appelle un animal, il vient vers nous. Si on lui attache les pattes et qu'on l'appelle, il ne vient pas. Donc, on peut dire que l'animal est sourd. Mais du coup, ça, c'est aussi des questions sur l'interprétation que vous regardez attentivement côté Health Data Hub. Alors, attention, je le répète, nous ne faisons pas de traitement stats. Nous, notre travail va consister à aider un porteur de projet, par exemple, comme je le disais, un CHU, à accéder aux données, notamment sur le volet administratif. Mais il y a également toute une partie de notre action qui consiste à mener des ateliers ou à mettre à disposition, par exemple, des data scientists qui vont travailler, ce qu'on appelle travailler les données, au sens de, alors là je vais fortement vulgariser, structurer la donnée, c'est-à-dire mettre un tableau Excel propre. Alors là, je suis dans la forte vulgarisation. Un data scientist serait pas très content que j'expose sa profession de cette façon-là. C'est pour tenter de m'exprimer le plus clairement possible, le plus simplement possible. Il y a un énorme besoin, quand vous avez vos données, notamment il y a celle du Système national des données de santé, vous pouvez la chaîner avec d'autres bases de données, mais parfois ces bases de données, elles sont incomplètes, ou elles ne sont pas très lisibles, ou elles ne sont pas lisibles avec les données du Système national des données de santé, parce que ce n'est pas les mêmes lignes, les mêmes colonnes, pour le dire très simplement. Eh bien, notre travail, c'est de détacher des data scientists qui vont permettre de rendre lisible ce travail. Il y en a eu un, par exemple, une personne qui a été détachée donc, du US Data Hub au sein de la PHP, pour pouvoir aider la PHP à travailler justement sur ce projet qui était sur l'antibiorésistance, je comprends les mots, la résistance aux antibiotiques. Ok. Il y a une autre question de Jean-Yves Malfer qui nous dit merci beaucoup pour l'historique et l'ouverture du US Data Hub. Est-ce que c'est possible d'avoir des nouvelles de l'hébergement
Oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs. Alors, je ne sais pas quelle est la question exactement sur les Qui est nouvelles plutôt de lié l'hébergement. aux sociétés de droit états-uniens. Oui, en tout cas, il y a plusieurs niveaux, parce que je connais aussi cette question qui nous est parfois posée. La première chose, c'est que la question de l'hébergement touche à deux sujets qui peuvent être complémentaires, celui de la sécurité des données et celui de la souveraineté. Pour ce qui est de la sécurité des données, en tout cas de notre côté, et ça a été vu notamment en Conseil d'État, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de problème de sécurité. C'est bien là d'ailleurs le véritable paradoxe, c'est que c'est sécurisé. Par contre, bien entendu, ce n'est pas totalement souverain. Et donc la question qui nous avait été posée plus largement au niveau national, c'est qu'est-ce que nous allions faire dans ce cadre. Et donc il y a une migration qui est prévue, mais dont nous n'avons pas actuellement la date. Ok, et ben, il n'y a pas forcément d'autres questions sur cette partie-là. N'hésitez pas à les poster dans l'onglet questions. Le temps qu'il y ait des questions, que ce soit pour Claire Vigée, pour Caroline Guillot ou pour moi, je réponds aux dernières que j'ai vues. Il y en a une de Christine Rigabert-Tapi. Sauf erreur de ma part, on ne peut pas rattacher un traitement à une maladie depuis le traitement dans le profil médical. Du coup, j'imagine, alors que l'inverse est possible. C'est un retour que je n'avais pas eu personnellement, mais ok, on va pouvoir regarder ça effectivement. Est-ce qu'il est prévu que les bilans de prévention santé de l'assurance maladie soient intégrés directement dans l'espace santé? Claire a répondu. Ils y seront versés quand les centres de santé de la CNAM sont équipés. Effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas de lien avec le dossier thérapeutique. Claire vous a partagé les références législatives pour l'alimentation du DMP. Ça, on en a parlé tout à l'heure. Merci Corinne, effectivement, qui doit se déconnecter. J'ai repartagé le site national où il y a toutes les infos sur les ambassadeurs, toute la documentation, la dernière version du kit, du coup, que je peux remettre aussi d'ailleurs dans la partie chat. Si vous n'avez pas d'autres questions pour nous trois, je vous propose du coup qu'on en reste là. Merci beaucoup à tous les ambassadeurs. J'espère pour vous que voilà, ça vous aura aussi montré que vous êtes très nombreux dans toute la France à faire tout un tas d'actions. Je ne suis pas retourné sur le tableau Miro, mais il y avait des dizaines plutôt de petits post-it, et je ne suis pas encore allé faire un tour sur LinkedIn, mais n'hésitez pas à remonter vos informations. Nous, on vous en redescend le plus souvent possible par notre newsletter qu'on essaye de vous envoyer de manière mensuelle. Les coordinateurs que je salue, qui sont là aussi et qui sont vos relais sur le terrain, sont aussi à votre disposition. Je vous remercie pour votre participation à ce webinaire, et puis à très bientôt avec encore de nouveaux usages pour mon espace santé. Très bonne journée à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Merci à tous pour votre participation. Très bonne journée.